Bonjour tout le monde. Bonjour. On vous remercie d'être présent à cette deuxième activité des conférences midi en santé et bien-être des hommes. Cette semaine, on reçoit là, Monsieur Martin Salva, qui est coordonnateur clinique au Centre de ressources pour hommes de l'île de Montréal, puis Éric Couteau, qui est le directeur général du Centre de ressources pour hommes de l'île de Montréal, qui vont faire une présentation là, sur la gestion de la colère chez les hommes, comment les accompagner, mais aussi, bon, ils vont nous faire part de leur expertise là, au niveau des groupes de gestion de la colère qu'ils offrent au Centre de ressources pour hommes de l'île de Montréal. Donc, l'activité est enregistrée. Elle va être disponible là, dans la semaine prochaine là, sur notre site Internet. Suite à l'activité aussi, on va vous transmettre le sondage d'appréciation de la conférence midi, puis aussi le document de présentation. Le document de la présentation de l'activité. On va prendre des questions à la fin de la conférence midi. Donc, vous pouvez les écrire dans la zone de clavardage ou lever la main à la fin à la fin de la présentation, puis adresser votre question soit à Eric ou à Martin. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'être présent ce midi. Mon nom, c'est Pierre Brassard. Je suis du regroupement des organismes pour hommes de l'île de Montréal qui organise les conférences midi en santé et bien-être des hommes. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Martin et à Eric pour faire votre présentation. Donc, Bonjour tout le monde. Je vais juste me donner le temps de faire le partage d'écran. Ça ne sera pas bien long. Donc, voilà. Ça s'en vient. Donc, tout installer mes affaires. Alors, bonjour. Je m'appelle Éric Couteau. Je suis directeur général du Centre de ressources pour hommes de Montréal. Je suis avec mon collègue Martin Salva, qui est notre collaborateur clinique, qui est aussi travailleur social. Ça nous fait plaisir, en fait, aujourd'hui de venir vous parler d'enjeux qui touchent la question de l'intervention avec les hommes en colère. Donc, ce qu'on va faire avec vous, c'est vous présenter un peu une démarche qu'on a au CRHM là, de groupe de gestion de la colère. Et à partir de notre expérience, vous proposer quelques stratégies d'intervention pour intervenir auprès des hommes qui manifestent de la colère et de l'agressivité. Voilà. Je remercie évidemment le ROIM pour là, son invitation. Ça nous fait plaisir d'être là et de partager notre expérience. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Martin. Je suis coordonnateur clinique au Centre de ressources pour hommes de Montréal. Ça fait quand même 6 ans que je travaille ici. Donc, je fais aussi beaucoup d'interventions, puis je vais former, superviser les employés, les stagiaires. Alors, je suis content aussi. Je vous remercie là d'être aussi nombreux. Ça fait plaisir. Donc, on voit que la gestion de la colère, ça a l'air de vous intéresser. Alors, l'objectif là de notre présentation, ça va vraiment être de discuter des enjeux constatés face à l'expression de la colère et de l'agressivité chez les clientèles masculines. Donc, on va vraiment s'intéresser à colère et agressivité, ces deux notions-là. On va voir les vulnérabilités que ça occasionne au moment de la demande d'aide et on va essayer de vous présenter quelques stratégies qui nous apparaissent aidantes pour l'intervention face à ces enjeux, basé un petit peu sur notre expérience ou la littérature qu'on a pu lire. Le plan de la présentation, donc on va d'abord mettre en contexte un petit peu pourquoi c'est pertinent de s'intéresser à cet enjeu-là, de la colère et de l'agressivité. On va voir les enjeux, quelques enjeux de la colère au moment de la demande d'aide, là, quand on essaye d'aider les hommes. Nous, c'est sûr, on propose un groupe. Alors, on va vous le présenter. C'est un groupe gestion de la colère là que j'anime. Là qu'on anime aussi depuis quand même plusieurs années. Donc, on va vous présenter ça. Puis, on va terminer avec quelques pistes et stratégies qu'on peut utiliser quand on intervient individuellement auprès des gars. Puis, on espère d'avoir un petit 15 minutes d'échange en fin de présentation. Voilà. Donc, je vais d'abord vous présenter notre organisme. Là, vous avez une petite photo. Vous voyez à quoi ça ressemble. On est à côté de la station Frontenac dans le quartier Ville-Marie. Ouais, je peux changer la slide. Donc, nous, notre organisme, c'est vraiment, en fait, l'idée, ça part que la recherche montre que pour les hommes, ça peut être difficile d'aller demander de l'aide, que ce soit au niveau de la santé, mais aussi au niveau psychosocial. Il y a comme des freins souvent
qui retardent la demande d'aide pour toutes sortes de raisons. Alors, l'organisme, en soi, il a été créé pour ça, un petit peu pour aider les gars à franchir cette étape-là, de demander de l'aide, d'être rassurant et d'offrir un premier service. Donc, la mission, c'est d'accueillir et d'outiller les hommes qui vivent des difficultés et qui souhaitent être accompagnés adéquatement dans leur démarche personnelle, tout en contribuant à la promotion de leur santé et bien-être. Donc, on est vraiment un organisme généraliste pour hommes. Les services qu'on offre brièvement, donc c'est la porte d'entrée va être accueil, analyse, orientation, donc vraiment une rencontre là pour comprendre la situation, former une opinion, essayer de comprendre surtout les besoins de la personne et ensuite de l'orienter. Donc, on va l'orienter soit à l'externe vers d'autres ressources plus spécialisées, soit chez nous si on a des services qui peuvent répondre à certains de ces besoins. Donc, dans les services qu'on propose, on a du suivi individuel. On peut aller jusqu'à 12 rencontres, mais c'est sûr que c'est pour le premier service qu'on va forcément proposer parce que c'est un service qui demande beaucoup de temps pour avoir accès à ça. Alors, on a aussi, on diversifie beaucoup avec des offres de groupes. Donc, les groupes les plus accessibles, café rencontre, donc vraiment pour briser l'isolement puis s'entraider. On a des ateliers thématiques facilement accessibles sur des sujets de bien-être au masculin, ou sexualité, ou gestion de conflits, etc., qu'on essaye d'avoir une fois par mois. Donc, ça, c'est très facile d'accès, puis c'est une première porte d'entrée. Après, on peut offrir des groupes plus, comment dire, thérapeutiques, thématiques, où là, ça va être des groupes sur plusieurs séances. Les principaux, le groupe colère qu'on va vous présenter, puis bilan de vie, projet de vie là qu'on donne, c'est un 6 ateliers sur l'idée de faire un bilan de sa vie pour les hommes qui sont en transition et voir comment ils se projettent ensuite pour les prochaines années. Dernier service qu'on essaye de faire, on est un organisme communautaire, on aime ça, le communautaire, un peu d'impliquer les gens au niveau de la citoyenneté. Donc, on essaye d'organiser des activités informelles quand on peut. Donc, en impliquant les membres, en essayant de voir quelles idées ils ont, puis d'essayer de les impliquer là-dedans. Donc, en ce moment, ce qu'on fait, c'est des brunchs de boys. Donc, chaque mois, il y a un brunch qu'on fait avec eux le dimanche. Et quand on peut, des petites sorties de loisirs, sorties cinéma, où on les implique dès qu'on a besoin d'aide. Est-ce que tu veux nous filer un coup de main pour de la peinture ou pour faire des repos? C'est des choses qu'ils apprécient. Donc voilà en bref les services qu'on propose au CRHM. Et donc, dans ce contexte-là, avec ce mandat-là, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la colère? Avant vraiment de se lancer là-dedans, on voulait peut-être vous présenter une petite définition pour revenir à la question, à c'est quoi la colère à la base. Donc, la colère, c'est une émotion simple qui traduit de l'insatisfaction. Elle se manifeste à l'égard de ce que nous identifions à tort ou à raison comme étant responsable de notre frustration. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire, dans le fond, que oui, la colère, c'est une émotion, c'est une réaction qu'on a, mais c'est une réaction qui est liée à une frustration. Cette frustration-là, elle peut être influencée par nos perceptions, par nos croyances, par notre éducation. C'est pour ça que dans la définition, la notion de à tort ou à raison est intéressante parce que ça dit que dans qu'est-ce qui nous met en colère comme individu, il y a une forme de relativisme, en fait, auquel il faut être attentif. Puis, je dirais que ce petit élément-là, c'est peut-être la pierre d'assise de notre groupe de gestion de la colère. Puis donc, la suite de la définition, c'est que nous éprouvons donc de la colère envers ce qui fait obstacle à notre satisfaction. La colère se différencie de la tristesse au sens où, dans la tristesse, nous sommes en contact direct avec le monde, alors que dans la colère, nous réagissons à ce qui cause la frustration. Et c'est très intéressant aussi, dans le fond, de voir ça dans la définition de ce qu'est la colère, parce que après l'émotion, ben, c'est quoi les manifestations qu'on va juger qui sont problématiques? C'est l'agressivité, c'est l'impulsivité, c'est la violence aussi qui peut en découler par moment, les rapports de domination ou de compétition. Et c'est là où, dans le fond, il y a tout un terrain de jeu là, pour l'intervention avec les clientèles. Et pourquoi pour le CRHM, on a vraiment décidé d'aller là? Mais c'est parce que les enjeux relatifs à la gestion de la colère sont souvent nommés dans les motifs de consultation lors de la réception de la demande.
Donc, je dirais que si on regarde, mettons, les gens qui ont des suivis individuels, année après année, la formulation initiale de leur demande d'aide, c'est des enjeux avec la colère, l'impulsivité, l'agressivité, la difficulté à gérer ces émotions-là, cette émotion-là en particulier. Ça ne veut pas dire que c'est toujours ça l'enjeu, mais c'est comme ça que ça nous est présenté. Et c'est aussi de dire que, ben, tant pour les personnes aidées que pour les intervenants et intervenantes, il y a souvent un flou entre les notions de colère, d'agressivité et de violence. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit, je dirais peut-être, clarifier très, très souvent avec pas mal tout le monde, de dire que la colère, c'est l'émotion, c'est quelque chose qui t'habite, qui fait partie de ta vie intérieure. L'agressivité, c'est en fait, on dit souvent c'est un ton de communication, c'est une façon de se présenter, de réagir, qui peut traduire, dans le fond, une souffrance, un inconfort, une exaspération. C'est pas toujours adéquat de réagir avec agressivité, mais c'est pas parce que quelqu'un réagit de manière agressive qu'il est nécessairement violent. Pour nous, la violence, elle commence à partir du moment où la personne en colère tente d'imposer des contraintes, d'imposer un contrôle sur l'autre personne avec des stratégies de menace, avec des représailles. On va y revenir, mais cette distinction-là, elle est fondamentale pour nous parce que parfois, voir quelqu'un agressif, les gens ont peur que la personne devienne violente, la distinction est difficile à faire. Fait que c'est pour ça que nous, on part avec ça. Maintenant, les enjeux de colère au moment de la demande d'aide, ben, ce qu'on veut regarder avec vous un peu, c'est qu'est-ce qu'on observe quand les hommes formulent une première demande, s'adressent au CRHM, puis en quoi, des fois, les enjeux de colère peuvent un peu compliquer les choses. Donc, la colère, certains le savaient, c'est une émotion, en fait, qui est très, très présente dans la socialisation masculine. On va dire souvent en formation que c'est l'émotion dominante avec la honte chez les hommes. Pourquoi? Parce que dans notre société, on a tendance à diviser les comportements humains et les registres émotifs de façon binaire entre ce qui est considéré comme masculin et ce qui est considéré comme féminin. Puis la colère fait partie du registre masculin. Donc, chez les hommes, exprimer de la colère, c'est correct, mais exprimer d'autres émotions comme la tristesse, la peur, l'impuissance, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans la socialisation masculine traditionnelle, on apprend aussi aux hommes à adopter certains codes de comportement, dont se montrer fort, stoïque, indépendant, invulnérable, dominant. Et c'est sûr que montrer de la colère, de l'agressivité, quand c'est ça les injonctions qu'on apprend, c'est cohérent. Mais montrer la tristesse, montrer la peine, le manque, l'impuissance qu'il y aurait en dessous, ça, c'est quelque chose qui va être, je dirais, plus difficile, puis qui, à la limite, peut même être honteux, en fait, pour certains. Fait que donc, la socialisation masculine et la colère, en fait, c'est quoi les conséquences? Bon, répression des émotions autres que la colère, l'agressivité, la honte. C'est aussi, en fait, pour nous, c'est intéressant de parler de colère parce que, dans le fond, colère, agressivité, irritabilité, ça peut être aussi des symptômes cachés de dépression. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans la littérature scientifique qui, en santé mentale, être reconnue. Puis, dans le fond, c'est que la colère, ou en fait, la colère est intéressante aussi parce que, comme les hommes sont socialisés à être forts, quand ils vont faire une demande d'aide, ils vont souvent faire leur demande d'aide en urgence. Puis, dans le fond, pour les hommes, l'expression de la détresse, de l'urgence, peut se faire de façon agressive. Puis c'est sûr que si on réagit à la colère, à l'agressivité, en l'associant avec la violence, dans le fond, ce qu'on fait quand on fait ça, c'est fermer la porte à une demande d'aide qui est devant nous. Donc, pour recevoir la colère et en fait, pour recevoir une demande d'aide qui est faite
de manière colérique ou agressive, c'est aussi intéressant de se pencher parce que c'est pas facile émotivement. Ça représente un défi humain d'entendre quelqu'un lever le ton, s'agiter. On peut avoir peur même quand on est un gars baraqué. Puis, tu sais, pour vous donner un exemple, moi, j'enseigne à l'université. Puis, quand j'aborde ça avec les étudiants, bien là, je vais un peu, entre guillemets, faire un show, me mettre à hurler dans la classe, taper sur la table avec mes poings. Et là, je vais voir les étudiants faire comme la moitié de la classe est comme ça. Puis là, je le reprends avec elle en disant, mais en ce moment, vous devez vous sentir peut-être un peu ébranlé, déstabilisé. C'est effectivement ce que ça fait recevoir une charge d'agressivité. Et dans ces moments-là, mais ça peut devenir difficile de rester dans mon rôle de personne intervenante. Et je vais comme rajouter une couche de plus, c'est que la demande d'aide des hommes dans les situations de colère, dans les situations de grande détresse, d'urgence, ben, ça se passe aussi dans des situations de vie où on sait comme personne intervenante qu'il y a un risque pour les personnes impliquées, que ce soit pour l'homme lui-même ou pour ses proches. Par exemple, dans les situations de séparation, de perte de garde d'enfants, d'accusations juridiques, dans les situations de violence conjugale, on le sait pertinemment que ce genre de situation augmente les risques de féminicide de manière importante. Fait que c'est sûr que si j'ai un homme en colère, agressif, que sa femme est partie, qu'il ne voit plus ses enfants, qu'elle a demandé le divorce, je vais sentir non seulement la charge d'agressivité, mais aussi l'urgence potentielle de la situation. Puis ça peut m'amener comme personne intervenante à pas être dans une disposition affective pour accueillir la demande d'aide. Puis la première des choses qu'on fait ou qu'on dit aux intervenants, puis même aux stagiaires qu'on forme, c'est quand vous voyez quelqu'un d'agité, d'agressif, bon, s'il n'est pas en train de s'en prendre à vous directement en vous faisant des menaces, faites l'association que derrière cette colère-là, il y a toujours autre chose qui se cache, la peur, la tristesse, la douleur, la honte, l'impuissance, et essayer de développer l'espèce de réflexe de plutôt être curieux, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. C'est pour ça que je vous ai mis cette magnifique illustration d'Élise Gravel pour vous présenter cet élément-là. Parfait. Alors, moi, je vais enchaîner avec quelques caractéristiques qu'on peut voir chez nos hommes en colère. Nos hommes en colère, c'est ceux qui vont demander de faire une démarche en gestion de la colère et à qui après évaluation, on a dit effectivement, c'est un bon besoin pour toi, puis on va t'orienter vers notre groupe colère. Donc, on va travailler vraiment des enjeux de la colère. OK? Donc, des enjeux souvent qu'on va voir dans ces personnes. J'ai la mèche courte, je peux facilement m'énerver. Je me laisse pas faire lorsqu'on me manque de respect. Ça, c'est très, très présent. C'est quand quelqu'un me parle mal, quand il m'a pas compris, il s'en fout de moi. C'est très extrêmement présent comme facteur de déclencheur de colère. Quand je vois une injustice. Bon, les rages au volant, pas souvent, pas forcément tout le temps, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, de s'énerver sur la route, c'est présent. Donc, si vous vous demandez, tu sais, vous êtes toujours demandé, tu sais, pourquoi les gens ont des pratiques dangereuses sur la route? On a la réponse au groupe colère. Sous le coup de la colère, je peux faire des choses dangereuses comme des menaces ou prendre des risques. Ou, tu sais, souvent, tu sais, que les chicanes, les conflits prennent de l'ampleur puis finissent parfois en violence verbale, parfois en violence physique. Donc ça, c'est un peu, on va dire, tu sais, le profil qu'on cherche principalement et qu'on a régulièrement au groupe. Cinquième point intéressant, j'ai pas tendance à m'exprimer. Donc, je vais accumuler les frustrations, puis je finis par exploser. Ça, c'est également très souvent présent, à la fois, tu sais, chez des personnes qui vont avoir tendance à être agressives ou colériques, donc plus impulsives. Mais parfois, on a aussi un profil de gars qui sont
qui ont tendance à pas être, en général, pas agressifs, plutôt, en fait, agréables dans la vie de tous les jours, plutôt accommodants, mais ils ont tendance justement à pas exprimer leurs besoins, à pas s'affirmer. Et donc, finalement, ça finit par s'accumuler à des frustrations puis à exploser. Donc, ça aussi, on peut avoir comme personnes qui viennent consulter pour ça. Parce que ça finit par avoir des conséquences vraiment importantes dans leur vie. Ils se disent, je veux plus revivre ça. J'ai quelque chose à travailler là-dessus. Donc ça, c'est des exemples d'enjeux. Moi, quand j'évalue, j'aime bien voir les forces chez les gars, puis c'est souvent une approche qui est bonne, de travailler avec les forces des gars, plutôt que juste les déficits et les problèmes. Euh, et dans les gars, aussi, qu'on voit dans notre groupe scolaire, souvent, il y a un grand sens des responsabilités. OK? On peut compter sur moi. Je suis honnête, je suis quelqu'un de fiable, je suis engagé. J'ai des valeurs, importantes, que ma fille, c'est important, je la protégerai quoi qu'il arrive. Donc, c'est des belles forces. D'un autre côté, c'est intéressant ces valeurs-là parce que ça peut être des croyances qui peuvent aussi augmenter la colère quand je me retrouve dans la situation où je ne peux pas le faire respecter. Donc, l'exemple, je suis un bon employé, puis je travaille bien, puis moi, la job, il faut qu'elle soit faite, puis je suis avec un collègue qui n'est pas fiable du tout. Là, ça peut créer des flammèches, puis de créer de la colère et peut-être des conséquences. Donc, c'est de voir, regarde, c'est une force que tu as, d'être compétent, de bien faire ton travail. Cela dit, le revers de la médaille, c'est que ça t'amène des conséquences et c'est de trouver la voie qui fait que tu peux être compétent, mais sans forcément avoir des conflits et toutes sortes de conséquences avec les autres. Donc, c'est des croyances, des fois, qui sont révélatrices et qu'on va pouvoir travailler dans le groupe scolaire pour plus les ajuster. Oui, puis c'est intéressant parce que ces croyances révélatrices-là, si je vous ramène à la définition qu'on a donnée du sentiment de colère tout à l'heure, quand on disait que ce qui cause la frustration, c'est une perception à tort ou à raison, Ouais. des fois, la rigidité au niveau des croyances va faire en sorte que on va percevoir une frustration, je vais dire une frustration injustifiée, mais pourquoi la frustration est là? Parce que la croyance rigide est bien installée aussi. Fait que c'est cohérent avec la définition de l'émotion qu'on vous a donnée tout à l'heure. Oui, et d'ailleurs, si tu remets la slide juste avant, Eric, le 5e point, le travail doit être bien fait, pas de place pour l'incompétence ou pour les imbéciles. Ça montre un petit peu le côté où si c'est pas comme je veux, alors tu es un incompétent, un imbécile. Donc, il y a beaucoup de nuances qu'on peut amener, mais c'est peut-être pas de l'incompétence, c'est peut-être qu'ils n'ont pas forcément le même niveau de standard que tu as, etc. Donc, c'est un bon exemple. Parfait. On arrive au groupe d'intervention en gestion de la colère. Donc, on va vous présenter ça. Donc, d'abord son fonctionnement, un petit peu la démarche pré-groupe, les critères de sélection, puis un petit peu l'évolution du groupe, comment on travaille avec les gars sur la gestion de la colère là-dedans. Je dirais aussi, avant d'aller dans le groupe lui-même, toute la démarche, elle est fondamentale, puis elle est pensée pour arriver à un certain objectif. Fait que le pré-groupe, entre autres, c'est quelque chose qui est super, super important. On vous explique pourquoi. Donc, si on va dans une perspective plus théorique, c'est quoi les caractéristiques du groupe? C'est un groupe qu'on va dire fermé. Donc, on ramasse des participants au début et on fait nos 10 semaines avec l'ensemble de ces personnes-là. Il peut y avoir quelques abandons en cours de route, mais dans ce groupe-là, étonnamment, les abandons sont très rares. Habituellement, quand on démarre à 10 participants, une personne, 2 maximum, c'est pas mal ce qu'on va voir comme abandon. La démarche pré-groupe est obligatoire, mais la démarche pré-groupe, elle fait en sorte aussi que quand la personne rentre dans le groupe, on s'assure qu'elle est motivée, qu'elle est prête à travailler, que le groupe va répondre à ses besoins. Et c'est aussi un élément qui fait en sorte que on a moins d'abandon dans le groupe. C'est 10 rencontres de 2h30 où on demande la participation, la présence de manière obligatoire. Et on va faire une rencontre post-groupe entre 3 et 6 mois après la 10e rencontre.
Le groupe est basé sur un modèle éducatif où on table sur l'échange, l'aide mutuelle. On utilise des outils, on essaie d'amener des éléments ludiques, expérientiels, notamment avec des jeux de rôle, avec des réflexions. Puis on essaie de travailler aussi avec ce qui se présente dans le groupe, que ce soit en jeu de rôle ou des fois, quand les hommes sont en partage, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres qui peuvent réagir. Fait on va utiliser aussi ces réactions-là. Et c'est la force de travailler en groupe, de pouvoir se permettre un laboratoire où, comme les 10 personnes ne sont pas pareilles, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont venir heurter, générer des frustrations, peut-être faire émerger de la colère. On ne fait pas exprès de les mettre en colère, mais si ça arrive, on va travailler avec. OK. Donc, on va parler un petit peu de la démarche pré-groupe. Donc, ils ont été évalués, orientés. Donc, il y a déjà eu une rencontre d'évaluation puis placée sur la liste d'attente du groupe scolaire. Mais moi, je vais les rencontrer ensuite pour 1 heure de rencontre pré-groupe pour valider qu'ils sont à la bonne place puis pour les préparer au groupe et voir aussi si eux ils sont toujours partants. Donc, ça, c'est vraiment important, cette rencontre-là. Donc, à quoi ça sert un pré-groupe? Vérifier tout simplement ses perceptions d'abord face au groupe, tu sais, et il va poser ses questions, je vais lui présenter le groupe, comment je le fais, comment j'anime. Donc, ça, c'est bien important, tu sais, et qu'ils comprennent, tu sais, souvent, ils veulent des outils, ben oui, tu sais, tu vas en avoir des outils. Ça va être un mélange d'outils que je vais vous présenter, tu sais, pour vous donner du vocabulaire, pour vous donner des connaissances là-dessus. Mais vous allez devoir aussi partager vos expériences en fonction de ces outils-là. Donc, c'est sûr que la rencontre pré-groupe, je vais poser le cadre, je vais clarifier les règles de fonctionnement pour qu'ils comprennent bien là où il est. Je vais vérifier, bien sûr, les enjeux, comme je vous ai un petit peu présenté, voir s'il se reconnaît là-dedans, voir si les thèmes, ça l'intéresse et voir si les besoins qu'il a coïncident avec les objectifs du groupe, puis je valide son intérêt avec lui. C'est sûr que c'est l'occasion qu'il voit ma face et qu'il voit si oui, ça l'intéresse aussi, que l'animateur, qu'il a confiance en moi. Dernier point, valider l'engagement et la responsabilisation. Finalement, c'est peut-être le plus important. Je vais vérifier, c'est mon critère. Eric va en parler un peu plus, mais est-ce que tu reconnais que tu as des problèmes, que tu es prêt à travailler sur toi? Ça va être vraiment important. Sinon, il y a d'autres options, mais ça ne sera pas chez nous parce que nous, c'est vraiment important que tu sois prêt à travailler sur toi. L'engagement, ça oui, c'est-à-dire qu'est-ce que tu es prêt? Tu as 10 séances, c'est très court, 10 séances. Donc, il faut venir à chaque séance, il faut venir à l'heure, il faut même venir en avance pour qu'on puisse commencer à l'heure. Donc, est-ce que tu es prêt à t'engager? Si tu n'es pas sûr, si tu dis, oh, est-ce que je peux rater 2 séances? Ben non, parce que chaque séance ceci, elles sont importantes. C'est pas grave, tu pourras revenir une prochaine fois si jamais là, tu vas être plus partant pour venir avec nous. Donc, voilà un petit peu ce qui est fait en pré-groupe. Puis, il y a des critères d'inclusion et d'exclusion ensuite qu'Éric va vous expliquer. Oui, c'est ça. Puis tu sais, juste pour dire, avant d'aller sur les critères d'inclusion et d'exclusion, sur la motivation, quand on préparait le groupe, Martin disait même des fois, moi, je vais formellement, à la fin de la rencontre, demander au gars, alors, est-ce que tu t'engages à être présent aux 10 rencontres du groupe scolaire et est-ce que tu consens à confirmer ton inscription? Fait que, tu sais, on va même le mettre dans une forme de portée symbolique et toujours avec l'idée que, ben, si tu n'es pas prêt maintenant, si ça ne va pas, si le timing n'est pas bon dans ta vie et que tu n'es pas disponible, on te met en liste d'attente. Puis quand on commencera les pré-groupes pour le groupe suivant, on te rappellera pour voir si c'est là et si tu es disponible. Fait que, il y a ça aussi qui est important. Puis je pense que de procéder comme ça, c'est aussi en accord avec ce qu'on sait des bonnes pratiques de travail avec les clientèles masculines parce que oui, on est responsabilisant, mais on remet la décision finale dans les mains du gars aussi. Fait que ça le place comme acteur. Dans le groupe, Martin a nommé les raisons pour lesquelles on est très sélectif et comment est-ce qu'on se base pour trancher, est-ce qu'on prend le gars ou est-ce qu'on le prend pas.
je dirais qu'il y a, dans le fond, deux thèmes qu'on va regarder. Puis ces thèmes-là, on les a pas comme mis de manière très, très stricte, dans le fond. C'est qu'on va analyser sa situation, puis avec ces balises-là, puis notre jugement clinique, c'est là qu'on va prendre la décision à savoir si on inclut ou pas la personne dans le groupe. Donc, les deux éléments, c'est distinguer les enjeux scolaires des situations de violence. Fait que, dans le fond, ce qu'on va essayer de voir, puis où ça devient clair, c'est que souvent, quand les gars vont présenter un profil délinquant ou un profil criminel, souvent l'utilisation de la violence va être un peu quelque chose qui est valorisé dans leur milieu. Fait que c'est sûr que si tu te mets en colère, mais que tu utilises de la violence, quand même qu'on éteindrait la colère, la violence est toujours là. On ne veut pas donner des outils, dans le fond, pour l'exercice de la violence. Puis en contexte conjugal, familial, on va se baser sur un désir ou un besoin de contrôler l'autre personne, donc d'imposer des contraintes à l'autre ou encore, on va regarder est-ce qu'il y a des enjeux au niveau de la jalousie. Pourquoi? Parce que habituellement, c'est un sentiment qui amène à la longue à développer des comportements contrôlés. Puis c'est là où, pour nous, l'association contrôle-violence, c'est là où on trace la ligne. Puis au niveau de la responsabilisation suffisante, oui, il y a des enjeux d'engagement qui sont là, mais il y a des enjeux aussi de cohésion de groupe et de leadership dans le groupe. Un gars qui ne serait pas responsabilisé suffisamment, qui ne dirait pas minimalement c'est moi qui dois changer quelque chose dans ma posture, dans mon comportement, on ne le prendrait pas parce que, dans le fond, on devrait travailler trop fort et trop longtemps avec lui pour qu'il travaille sa reconnaissance. C'est quelque chose, par contre, qu'on pourrait peut-être travailler en rencontre individuelle un certain temps s'il y avait accès aux services de suivi individuel ou au travers de d'autres activités de l'organisme. Mais ce qu'on veut minimalement, c'est que le gars, pour s'inscrire au groupe scolaire, dise je pète des coches, je me mets souvent en colère, je ne sais pas trop pourquoi. C'est pas tant la faute des autres, je pense que c'est moi qui dois changer quelque chose par rapport à mes comportements ou qui doit mieux se comprendre. Fait que c'est ce qu'on veut comme niveau de responsabilisation minimale. Sinon, il pourrait y avoir aussi un enjeu de contagion dans le groupe puis de renforcement de comportements inadéquats, ce qu'on veut éviter. Et c'est là où, pour nous, c'est important parce que on ne veut pas que ce groupe-là serve à encourager, cautionner des comportements qui seraient de l'ordre de la violence. Rapidement sur l'évolution du groupe, ben, écoutez, c'est drôle parce que je viens de commencer mon nouveau groupe scolaire hier. Et bref, pour ceux qui font de l'intervention de groupe, on vous a mis en référence un livre, c'est l'intervention sociale auprès des groupes de l'INSEE et Turcotte. C'est vraiment un très bon bouquin pour l'intervention de groupe. Puis honnêtement, j'applique vraiment exactement ce qui est dit dans le bouquin et ça fonctionne. Donc, il y a des stades d'évolution du groupe, donc confiance, autonomie, intimité, interdépendance, séparation. Donc, le groupe passe vraiment par là. Donc, moi, ma première rencontre, c'est toujours briser la glace, faire un, parce que les gens arrivent, il y a du stress ou est-ce que ça va vraiment être intéressant? Est-ce que je suis à la bonne place? C'est qui les gens? Comment l'animateur il anime? Donc, c'est toutes sortes de choses. Donc, on place ça, je vais placer ça, donc briser la glace, avoir une première activité, en petit groupe pour qu'on puisse échanger, faciliter les échanges, faire un contrat de groupe pour se rappeler tout ce qu'on va travailler ensemble, préciser les règles, etc. Et voilà. Et c'est un groupe quand même, je trouve, c'est vrai que j'ai pas d'éléments de comparaison parce que j'ai pas d'autres groupes. Ah bah quoi que si, bilan de vie, projet de vie. En tout cas, l'intimité généralement arrive à la troisième rencontre. Donc, et c'est là où on peut commencer vraiment. Enfin, en fait, dès le départ, ça parle quand même pas mal de soi, mais on sent que un élément de cohésion, ça arrive souvent à la troisième rencontre. Alors, c'est ça.
L'aide mutuelle, donc c'est vraiment ce qu'on utilise beaucoup, tu sais, donc le partage d'expériences, les interactions. Moi, je vais aussi intervenir. On essaye le plus possible que ce soit égalitaire. Donc moi, je leur dis oui, c'est sûr, tu sais, j'anime, tu sais, je vais vous amener des outils, je vais poser des questions d'approfondissement, tu sais, je vais vous challenger, etc. Mais c'est pas vous et moi, c'est tous ensemble. C'est n'importe qui peut interagir puis amener quelque chose de vraiment intéressant. Et donc, c'est vrai que bah là, on est 8 gars là, tu sais, à réfléchir sur un problème en commun. Donc, on a 8 perceptions. Donc, on peut échanger ces perceptions-là dans un climat respectueux et constructif. Puis ça, pour des gens, tu sais, qui peuvent avoir du mal à interagir, à se confier, à se vulnérabiliser, tu sais, quand on a des problèmes d'agressivité, ben, c'est en soi quelque chose de vraiment très thérapeutique pour eux. OK? Puis des fois, il y a des gens qui disent ah, ben, moi, j'ai un problème de colère, il ne faut pas que j'aille dans un groupe. Mais au contraire, tu sais, va dans un groupe, c'est un problème relationnel. Donc, c'est parce que c'est pas facile peut-être pour toi de te livrer, tu sais, de prendre le risque de dire ce que tu penses, de te faire challenger par d'autres personnes. Tu sais, ça peut peut-être te pomper la colère. Ou même la façon d'interagir, ça pompe ta colère, alors que peut-être c'était pas le but de la personne de te mettre en colère du tout. Mais toi, tu as interprété ça comme ça. Alors, c'est pour ça que le groupe, au contraire, tu sais, ça vaut le coup, tu sais, pour travailler, tu sais, sur la colère. Alors, c'est ça, donc ça renforce, c'est ça, en fait, finalement, les confrontations des perceptions, parce qu'on a vu que des fois, les perceptions, les fausses perceptions qu'on a peuvent alimenter la colère, et donc aussi responsabiliser nos actions, tu sais, donc de prendre la responsabilité. Si j'ai pas osé m'affirmer, tu sais, ben, ça reste que c'est moi qui ai pas osé m'affirmer, ou si j'ai été agressif, même si l'autre a fait des choses que je trouvais pas correctes, c'est moi qui ai fait ce geste-là. Tu sais, donc, en voyant les autres pareil, ça renforce ce sentiment-là. Voilà. Alors, je regarde le temps un petit peu qui file. Euh, bon, donc, c'est sûr. Donc, comment ça marche un peu le groupe? Toujours 45 minutes au début sur comment s'est passée votre semaine en lien avec la colère. Est-ce que vous faites des liens avec votre colère ou ce qu'on a parlé les semaines précédentes? Puis ensuite, il y a un premier thème activité, une pause, puis un deuxième thème activité. Donc, c'est vraiment l'idée de faire l'alternance en va-et-vient entre le vécu personnel des interactions entre les participants, puis l'outil ou les sujets animés par l'animateur. Et on va vraiment approfondir ce qu'on travaille. Et beaucoup se donner une compréhension commune. Donc, tu sais, par exemple, ben, Eric parlait de c'est quoi la colère, c'est quoi l'agressivité, c'est quoi la violence. Ben oui, tu sais, je pense à la deuxième séance, on amène ça. Donc, en fait, moi, j'aime bien faire souvent des définitions collectives. Donc, au tableau, tu sais, tous ensemble, ben, c'est quoi, selon vous, la colère? C'est quoi l'agressivité? C'est quoi la violence? Tu sais? Puis on travaille ça ensemble, puis après, tu sais, je le remets en papier, tu sais, avec ces définitions-là. Parce que, tu sais, tout simplement, par exemple, il y a des gars qui me disent, ben, tu sais, moi, je veux plus jamais ressentir de la colère. Ben non, c'est mal parti, tu sais, si tu pars avec ça. Parce que la colère, c'est normal, c'est humain, tu vas toujours la ressentir. Donc, fais la distinction, c'est peut-être la violence que tu veux plus jamais faire. Et ça, c'est une bonne idée. Mais il faut distinguer les deux. Et c'est quoi l'agressivité aussi? Tu sais, donc, c'est ça. Donc, ça peut aider. De même, des fois, il y a des gens de creuser parce que c'est quoi la colère? Tu sais, des fois, il y a des gens, ils pensent que, bon, j'ai pas été en colère cette semaine, tout allait bien. OK, puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a quelqu'un, il m'a énervé, non, 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 mais tu sais, je lui ai dit des choses et puis ça s'est calmé, puis d'accord, donc tu n'étais pas en colère? Ben non, je n'ai pas de la colère. Ben, si, c'est de la colère, ça, mais peut-être c'était plus léger. Des fois, il y a des gens, ils pensent qu'être en colère, c'est juste quand je suis enragé puis que j'ai envie d'arracher la tête de l'autre. Alors que, ben non, il y a des nuances. Et justement, si tu apprends à voir ta colère plus tôt, quand elle est plus légère, c'est à ce moment-là que c'est beaucoup plus facile d'intervenir et que tu peux travailler. Il ne faut pas que tu attendes d'être hors de toi. Là, finalement, c'est trop tard. Donc, tu n'as plus le choix que de quitter la conversation parce que sinon, tu sais, tu vas exploser. Donc, c'est des choses qu'on va creuser. Puis, ça a l'air d'être des thèmes nono, mais pas du tout. Puis surtout, en fait, c'est pas que c'est compliqué en théorie, mais c'est dans l'application ensuite des liens qu'on fait dans la vie que ça prend tout son sens. Et donc, des thèmes là qui vont parler beaucoup. Bon, bah, c'est quoi des comportements quand on s'affirme? On peut avoir un comportement passif, agressif ou affirmatif. C'est quoi la différence entre les trois? Quand c'est que je le fais, et etc. Puis même ça qui a l'air simple, ben, c'est pas toujours clair pour eux. Les besoins, ça c'est un thème vraiment compliqué, donc on prend beaucoup de temps. Parce que si tu as agi comme ça, c'est que tu pensais que tu avais un besoin qui n'était pas respecté.
C'est pour ça que tu as agi comme ça. C'était quoi les besoins que tu avais? Est-ce que te mettre en colère, ça t'a aidé à répondre à ce besoin ou non? Et donc, dans ce cas-là, si ça n'a pas répondu aux besoins, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour vraiment répondre à ce besoin? Mais ça prend du temps de comprendre ça. Le lâcher prise, bien sûr, l'échelle de la disponibilité, les sphères de vie, bref, c'est des thèmes là qui parlent bien. Enfin, pour terminer le groupe, oui, Ouais, ben, si Eric? je peux me permettre avant que tu ailles sur le post-groupe, c'est que une des bases théoriques aussi avec lesquelles on travaille dans ce groupe-là, c'est toute l'approche de la communication non violente. Donc, oui, Ouais, l'identification des émotions, des besoins, s'établir sur la légitimité de ça, mais aussi à partir du moment où, dans le fond, le besoin de la personne est identifié, mais c'est aussi d'essayer de trouver des stratégies pour connaître les besoins de l'autre, développer l'empathie envers l'autre, une curiosité aussi pour aller valider ses perceptions. Parce que ça peut carrément changer les réactions émotives que les hommes vont avoir par rapport à leur colère. Puis si j'avais la perception que l'autre personne me cherchait, mais que je vais juste valider, puis que, ah non, dans le fond, c'est juste un malentendu, mais c'est sûr que mon niveau d'émotion, mon niveau de colère va descendre presque automatiquement à partir du moment où j'ai cette nouvelle information-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du travail qui est fait pendant les 10 rencontres. c'est ça. Et le groupe, souvent, c'est pas facile de terminer ça parce qu'ils ont créé des liens. Donc, on va souvent proposer une rencontre post-groupe 3 à 6 mois plus tard. Ben, ça permet de faire un retour, voir comment ça évolue. Pour l'intervenant, c'est super intéressant aussi. Et parfois, évidemment, tu sais, une démarche en 10 séances, ça ne règle pas forcément tout du tout. Donc, ça permet de voir comment ça évolue et voir peut-être renforcer d'autres démarches qu'ils pourraient faire, tu sais, pour continuer à travailler sur eux-mêmes. Fait qu'il nous reste comme 7 minutes, en fait, là, pour regarder avec vous là, un peu les pistes d'action, les stratégies d'intervention qu'on va vous proposer en lien avec notre expérience. C'est sûr que ce qu'on vous propose, c'est pas exhaustif, mais c'est peut-être quelques pistes pour mieux accueillir la colère, la désamorcer, la déconstruire, puis mobiliser les hommes à demander de l'aide, à entreprendre une démarche en lien avec cet enjeu-là. Puis, dans le fond, les pistes d'intervention, on les a regroupées en 3 catégories, donc des enjeux d'ordre affectif, des enjeux d'ordre cognitif et relationnel, puis des enjeux là, qui sont relatifs là, aux personnes intervenantes. Donc, pour les enjeux d'ordre affectif, ben, le premier élément qu'on dit dans à peu près toute formation en intervention auprès des hommes, c'est d'accueillir. Donc, d'accueillir l'homme, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, dans un premier temps, laisser un temps à l'homme pour s'exprimer, dire dans ses propres mots. Comme je vous disais tantôt, si l'homme n'est pas en train de vous faire des menaces, il peut s'agiter comme il veut, il est en train de vider son sac et l'intensité émotive, en principe, juste avec ça, devrait descendre à un moment donné. Il y a d'autres stratégies que vous pourrez utiliser, mais c'est fondamental que l'homme ait un espace. Puis, si on est dans une situation à risque de dangerosité, ben, tant qu'il est assis dans votre bureau, si vous n'êtes pas en danger, vous, personne d'autre est en danger tant que le gars est dans le bureau. Fait que donnez-vous un 10, 15, 20 minutes juste pour le laisser aller, pour le laisser s'exprimer. Déjà ça pourrait changer la donne. Euh, Permettre l'expression des différentes émotions tout en tolérant l'extériorisation de la colère. Ça, on le remet pour réinsister sur la distinction entre la colère, l'agressivité et la violence. C'est pas parce que quelqu'un hurle, est rendu à crier, à parler fort, que forcément il y a un danger qui est là aussi. Fait qu'il faut se le permettre, puis permettre
c'est ça, d'accueillir à peu près tout le plus beau, le plus laid, juste pour le laisser sortir. Puis une fois que c'est sorti, maintenant, on peut le travailler. Si quelqu'un dit, ah, ben, je suis tellement maudit contre lui, j'ai envie de le tuer et d'y arracher la tête, ben, on va le faire verbaliser, puis éventuellement, avant la fin de la rencontre, oui, on va évaluer la dangerosité, mais la dangerosité n'a pas à être évaluée à la seconde où c'est dit, le gars est dans votre bureau, si vous n'êtes pas en danger, tant qu'il est dans le bureau, personne n'est en danger. Puis, on disait s'ancrer dans une posture dialogique et témoigner d'un désir de comprendre. Donc, l'idée, c'est d'être curieux. Donc, juste de dire, OK, là, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu te mets dans cet état-là? Et comme la colère est influencée par les perceptions, ben, d'essayer de vous demander c'est quoi les perceptions qui font qu'il est en maudit puis il défoncerait tout. Ça, c'est une posture très, très intéressante. Puis, juste de dire, ben, l'homme est expert de sa situation. Fait que, se placer en position basse comme intervenant, puis dire, explique-moi ton contexte, explique-moi ta vie, je veux comprendre. Quand ça, c'est fait, quand l'accueil est fait et seulement quand l'accueil est fait, là, on peut travailler à désamorcer l'agressivité. Okay? Parce que si la personne n'est pas accueillie d'abord, si on tente les stratégies pour désamorcer l'agressivité, il va se passer quoi? On va juste renforcer la résistance et augmenter cette agressivité-là. Fait que donc, dans le fond, ça va être peut-être dans un premier temps mettre l'accent sur des éléments positifs plutôt que sur des critiques. Donc, quelqu'un qui se met en colère parce qu'il y a la perception que l'autre est incompétent, ben on peut refléter, OK, là, je comprends que pour toi, le travail bien fait, c'est fondamental. Là, il va dire oui, donc en faisant ça, on crée notre lien. Puis, si on est capable d'identifier des injonctions ou des valeurs qui sont importantes pour l'homme, qui sont heurtées quand il vit des frustrations puis qu'il éprouve de la colère, ben, on va avoir des leviers pour recadrer les perceptions éventuellement dans l'intervention. Fait que faire ça, souligner les points positifs, faut pas penser que c'est nier ou minimiser les comportements agressifs puis encourager la violence. Au contraire, c'est stratégiquement consolider son lien et aller se donner des leviers pour travailler plus tard. Valider la légitimité de la colère, un peu dans la même optique, c'est pas de dire que agir de manière agressive ou violente, c'est correct. C'est juste de dire que éprouver une émotion de colère en lien avec une situation X, Y, genre, je suis arrivé pour me stationner, puis il y a quelqu'un qui a passé devant moi, il m'a coupé, puis il a volé mon parking. C'est normal d'être en colère et c'est toujours légitime. Puis les deux derniers éléments, utiliser la ventilation puis la puissance des reflets. La ventilation comme technique d'intervention, laisser la personne parler un certain temps. L'idée, c'est, comme je vous disais tantôt, de baisser l'intensité émotive. Et ce qui peut contribuer beaucoup à baisser l'intensité émotive, c'est, des reflets bien placés. Le reflet, la technique d'intervention qui consiste à renvoyer à la personne les émotions que l'on perçoit. Tu sais, le gars en demande d'aide, il le fait de manière agressive, il a le sentiment qu'il faut qu'il se mette hors de lui, qu'il fasse un show pour être écouté, etc., etc. Si on est capable de refléter le sentiment, mettons, de peur, d'impuissance qu'il y a derrière la colère, le sentiment de colère va s'apaiser immédiatement et toute la manifestation d'agressivité à laquelle on assiste va s'arrêter de manière immédiate. Pourquoi? Parce que la personne a vraiment la conviction qu'on a compris qu'est-ce qui la mobilise, qu'est-ce qui la met hors d'elle, et rendu là, la colère et l'agressivité est plus nécessaire. Ouais, je vais embarquer là-dessus. Je vais essayer de vous résumer ça, vu que le temps file. Souvent, en fait, je pense qu'une des difficultés des fois qu'on intervient auprès des personnes en colère, c'est que des fois, on est là, tu sais, comment je peux, tu sais, des fois, on veut le responsabiliser, mais on a peur de casser le lien en faisant ça. Et puis, c'est vrai que c'est une bonne
c'est un bon dilemme parce que c'est vrai que si je le responsabilise, peut-être qu'il va pas se sentir compris puis il va pas vouloir m'écouter. Cela dit, c'est ça. C'est comment, et en fait, le débat est pas tant de pour responsabiliser la personne, mais comment on le fait. Et donc, j'aime bien des fois tu sais, de l'expression un petit peu, on va responsabiliser, mais toujours avec un fort soutien senti. Donc, quand la personne sent que c'est fait pour son intérêt, qu'on est, comment dire, que oui, tu sais, on peut la nuancer ou la responsabiliser, mais qu'elle sent qu'on le fait parce qu'on est dans son camp puis qu'on a compris sa situation, c'est là où ça va faire une différence. Si par contre je le fais trop rapidement et qu'elle sent ça comme un jugement, ben c'est là où effectivement on n'aura peut-être pas d'emprise, le même impact sur elle. Donc ça se fait, tu sais, d'être attentif, tu sais, quand il y a des croyances et des absolus, quand la personne, tu sais, elle se sent pas responsable de toutes sortes de choses, de ses comportements, qu'elles sont légitimes d'avoir été violentes, alors que, tu sais, non, ça peut pas être légitime. On peut soulever des doutes, mais il faut le faire de façon soutenante et c'est comme ça, tu sais, que ça va créer une différence. C'est pas toujours évident, mais tu sais, quel exemple je pourrais donner? J'aime bien donner l'exemple, tu sais, de la personne, tu sais, qui laisse, tu sais, elle essaye de nous joindre en laissant des messages vocaux, on la rappelle, on laisse un message vocal, nous rappelle, elle laisse un message vocal, on n'arrive pas à se joindre. Au bout du quatrième message vocal, elle nous laisse un message super agressif en nous insultant, en disant, je sais pas, toutes sortes de choses, je vous laisse imaginer. Bon, ben c'est sûr, tu sais, je vais la rappeler, mais tu sais, si je tombe sur elle, tu sais, ça peut être tout simplement, ben, tu sais, c'est vrai que c'est pas facile de nous rejoindre, puis je suis content que tu aies laissé des messages, puis qu'on a fini par savoir, tu sais. Et puis tu as fait la bonne chose de laisser plusieurs messages quand même pour qu'on puisse se joindre. Est-ce que c'est un bon moment pour te parler? Tu sais, donc, tu crées un lien d'abord. Tu sais, puis tu sais, c'est sûr que vu comme ça, tu sais, il y a peu de chances qu'elle se mette en colère. C'est possible, mais tu sais, elle se sent plutôt accueillie. Puis on peut travailler le lien de confiance ensuite. Rien ne m'empêche, tu sais, à la fin, de lui dire, fais attention, tu sais, je veux juste te mettre un conseil, mais tu sais, le message que tu as laissé, qui était agressif, ça pourrait te porter préjudice. Tu sais, j'ai peur que ça te porte préjudice si tu fais ça dans d'autres organismes. C'est possible, tu sais, qu'ils te relancent pas, qu'ils ne veuillent pas venir t'aider. Mais ça, tu sais, je le ferai, tu sais, si ça a un impact différent, tu sais, si je le fais une fois que le lien de confiance est là, alors que si je la rappelle tout de suite en disant, monsieur, c'est inacceptable que vous ayez laissé un message comme ça, ben, c'est sûr que ça part mal, que je risque de pomper puis que je risque de le perdre. Donc, c'est ça un petit peu ce que je dirais là-dessus. Bon, le temps. OK. Ouais, ben c'est la dernière slide, donc Oui, une ben petite regarde, minute là-dessus, puis c'est ça. En résumant, on va être bon pour la période d'échange. oui, tiens, on vous a parlé de colère, agressivité, violence. Donc, l'idée d'accueillir la colère. Parce que finalement, pourquoi accueillir la colère? Ce qu'on renforce, c'est pas tant qu'ils se mettent en colère, mais que est-ce que tu es en train de te confier à moi? Est-ce que tu es en train de t'exprimer? Est-ce que tu es en train de parler de ton vécu? Est-ce que tu es en train de me donner de l'information qui va me permettre d'intervenir cliniquement? Si oui, parfait, vas-y. Au bout d'un moment, la colère, ça va se calmer. Tu sais, s'il s'est senti compris, qu'il se sent soutenu, ça va finir par partir. Puis là, on va pouvoir construire quelque chose. Désamorcer ou recadrer l'agressivité. Alors, c'est ça. Tu sais, Eric en a parlé, puis c'est vrai que ça peut être des fois, on peut pédaler un petit peu. Hein, tu sais, on fait de l'écoute, des reflets, tu sais, on essaye tu sais, de le cadrer. Tu sais, des fois, on fait un peu des alternances entre tout ça, mais ça peut demander un peu de créativité. Mais refuser la violence, par contre, si la personne essaye de prendre contrôle sur nous, on peut pas renforcer. On veut pas renforcer des comportements de prise de contrôle qui sont inacceptables. Donc ça peut se recadrer immédiatement. Ça peut se faire de façon tout à fait empathique. Tu sais, donc, non, ça, je peux pas te accorder, être d'accord avec ça. Tu sais, il va falloir qu'on travaille de cette façon, sinon ça sera pas possible, malheureusement. Mais mais on veut pas renforcer des comportements, tu sais, qui amènent, tu sais, de l'intimidation et des choses comme ça. OK? Connaître ses forces et enjeux en tant qu'intervenant, donc c'est sûr, tu sais, on peut avoir plus ou moins de force. Des fois, ça peut être effrayant. Des fois, on peut se sentir figé, intimidé. C'est vrai que c'est pas facile, tu sais, d'intervenir auprès de personnes agressives et en colère. Donc déjà de comprendre ça, d'où ça vient, et puis tu sais, de chercher du soutien. Si on a de la supervision, ça peut vraiment beaucoup aider, parce que c'est vrai que ça peut être drainant, tu sais, d'intervenir auprès de ces personnes-là. Donc, tu sais, moi, j'accompagne, tu sais, les stagiaires, tu sais, pour remettre le cadre des fois, tu sais, de confronter la personne, ça se fait.
mais c'est vrai que c'est pas évident. Dernier point qu'on voulait amener, alerte face aux enjeux sous-jacents associés tout de même, parce que, tu sais, Eric a amené, tu sais, des fois les gens viennent motif de la demande colère, mais est-ce que c'est vraiment le besoin? Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Et nous, on a toujours, tu sais, quelqu'un qui vient pour la gestion de la colère, mais c'est pas forcément la gestion de la colère, tu sais, qui va forcément être le bon besoin. Cela dit, ça veut pas dire, tu sais, donc, dans les enjeux, tu sais, qu'on peut avoir, cela dit, tu sais, d'avoir de la dépression, un TPL, bipolarité, un TOP, tu sais, ça disqualifie pas du tout. Tu sais, si vraiment il y a un besoin de travailler sur les enjeux de colère, tu peux tout à fait être au groupe colère. Cela dit, la colère parfois est un symptôme d'un problème de santé mentale qui est différent de ce qu'on travaille dans le groupe. OK? Je C'est peux ça, donner puis qui l'exemple. est fortement corrélé avec la colère et qu'on doit rester vigilant C'est ça. parce que c'est une démarche qui va être un petit peu plus longue. Je m'excuse de te couper là-dessus, Martin, mais je pense que c'est ce qui est important à mentionner. Puis, dans le fond, en conclusion, ce qu'on voudrait que vous reteniez, puis Martin l'a nommé presque mot pour mot, c'est que la colère, c'est un symptôme qui nous permet d'ouvrir une porte pour explorer le fonctionnement social des hommes. Donc, quand l'homme se présente, exprime des enjeux de colère, il nous ouvre la porte à quelque chose et c'est à nous de saisir l'opportunité d'entrer par cette porte-là, de l'ouvrir et d'aller voir ce qu'il y a derrière. Ça peut être les problématiques associées, ça peut être plein d'autres choses, mais s'il vous plaît, ne vous butez pas à colère, agressivité. Ah non, on ferme la porte parce que c'est inacceptable si c'est de la violence. C'est ce qu'on voudrait aussi que vous reteniez de notre rencontre aujourd'hui. Alors, voilà, c'est ce qu'on avait à vous dire. Vous avez nos coordonnées. Vous aurez la présentation, Pierre va l'envoyer demain. Et vous avez aussi dans la présentation l'ensemble des références qu'on a utilisées là, pour se baser, là, pour préparer cette communication. Donc, il reste comme un 5 minutes avant qu'il soit 1 heure. Nous, s'il y a un besoin, on peut peut-être rester un petit peu plus longtemps, un 10 minutes de plus. Mais bon, s'il y a des gens qui veulent intervenir, poser des questions, la parole est à vous. Il y a quelques questions dans la zone de chat qu'on appelle, là. Donc, Jean-François Soucy qui vous demande, est-ce que vous faites des collaborations avec d'autres organisations des fois pour peaufiner l'accompagnement auprès d'un homme qui présente un comportement violent, des fois des ressources plus spécialisées, comme vous le disiez en fin de présentation aussi, des fois lorsqu'un gars, mettons, un symptôme de trouble de personnalité limite ou de trucs comme ça, est-ce que vous faites des collaborations avec d'autres organisations pour vous soutenir dans l'accompagnement que vous offrez aux hommes? Ben, en fait, on va y aller au cas par cas, c'est sûr. Tu sais, si par exemple, au moment du pré-groupe, on se rend compte que l'enjeu est peut-être plus un enjeu de violence en contexte conjugal plutôt qu'un enjeu de colère, ben là, on va travailler toute la référence personnalisée, en fait, l'accompagnement vers la ressource. Puis si la personne est pas chaude à l'idée d'aller dans un organisme en violence conjugale parce que c'est trop honteux, mais là, on va travailler à défaire les résistances. On pourrait faire 1 ou 2 rencontres ponctuelles d'analyse avec l'homme pour être sûr qu'il se retrouve au bon endroit. Puis, tu sais, à partir du moment où, en fin de démarche, on se rendrait compte que, ben là, il y a d'autres enjeux sous-jacents comme la dépression, comme un trouble de la personnalité ou un enjeu de santé mentale qui demande un travail un petit peu plus long, ben, on enclencherait aussi là, un travail de référence personnalisée. Et dans ce cas-là, on pourrait, au post-groupe, 3 à 6 mois plus tard, voir un peu où l'homme en est. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Martin? Oui, moi, je constate que pour les gars, tu sais, en colère, des fois, c'est pas facile, tu sais, c'est de d'aller dans un autre organisme, OK, pour toutes sortes de raisons. C'est pour ça que la référence personnalisée, ça aide, parce que nous, ça nous permet de vérifier si oui, il tombe à la bonne place, qu'est-ce qu'il peut aller chercher.
Il y a aussi peut-être un travail préparatoire avec le gars, tu sais, pour lui dire, voici les attentes que tu peux avoir par rapport à cet organisme. Tu peux pas. Des fois, dans les gens en colère, il y a beaucoup de besoins, beaucoup de besoins. Et ça, c'est pas facile. Et Oui, ça va être correct. OK. Donc, il y a beaucoup de besoins à la fois. Puis, tu sais, les organismes, des fois, peuvent juste traiter un besoin, tu sais, mais pas tous. Tu sais, donc, de faire comprendre à l'usager, regarde, tu vas aller traiter ça. Tu sais, c'est normal qu'ils peuvent pas traiter ça, mais tu peux traiter ça. Puis là-bas, tu peux traiter ça. Donc, des fois, il faut les aider là-dedans. On va prendre une question en direct. Donc, je vais céder la caméra à Paola du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Commentaire. Ouais. OK. Ah, salut, Paola. Salut! Ça va bien? Oui. C'est ça ma question. OK, c'est bon, je m'en vais. Parfait. Non. En fait, je voulais savoir, est-ce que vous aviez mesuré, dans le fond, les effets sur les gars de vos activités, dans le fond, de votre groupe? Écoute, moi, ce que je fais, c'est un formulaire d'appréciation. Donc, moi, j'ai leurs commentaires, c'est là-dessus. Tu sais, donc, c'est sûr, eux, ils trouvent ça positif. Mais, tu sais, j'ai pas d'outils, tu sais, après, tu sais, plus spécialisé là-dedans. Moi, j'ai la chance, si tu veux, dans cet organisme-là, on a la chance des fois de les voir en suivi individuel. Des fois, les gars me recontactent. Tu sais, des fois, je vois des gens, ça fait 5 ans, tu sais, ils me donnent des nouvelles. Mhm. Donc, tu sais, j'ai pas quelque chose, tu sais, on n'a pas vraiment, tu sais, un truc, tu sais, il faudrait peut-être une Mais recherche, est-ce là, que tu sais, vous pour voyez voir une ça. différence du le gars du début puis le gars qui ressort du groupe? Tu sais, Bah, dans tu le sais, sens que moi, c'est quoi que vous voyez en... je peux voir des éléments positifs, des fois. Il y a des thèmes, souvent, ils vont nous dire, il y a un thème en Allô? particulier Joaquin, qui je m'a vais bien regarder. aidé. Attention, ouais, c'est ça. Donc, souvent, c'est un thème qui leur a parlé en particulier. Des fois, c'est, oh, le lâcher-prise, j'ai compris. Il y a des prises de conscience qui se font. Tu sais, donc, oui, moi, le lâcher-prise, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de me prendre la tête là-dessus. Des fois, le thème du besoin. Tu sais, ah ben, j'ai compris que finalement, tu sais, il faut que j'exprime davantage mes besoins, puis que j'ai le droit de m'affirmer, puis d'exprimer mes besoins. Donc, oui, tu sais, moi, je vois du positif, tu sais, là-dedans. Est-ce que ça règle tout? Non, tu sais, j'ai pas la prétention de dire ça. Mais définitivement, des fois, il y a des gens même, c'est bah, regarde, c'est le groupe scolaire, c'était agréable d'être avec des personnes. J'ai amorcé un cheminement, puis je me suis rendu compte que j'étais en dépression et donc que j'ai besoin, tu sais, d'aller chercher de l'aide pour une dépression. Donc, honnêtement, moi, j'ai pas vraiment de scrupule à dire que oui, ça donne des résultats qui sont positifs, mais je représente pas ça comme une recette magique. 10 rencontres, c'est court. Puis, tu sais, ça peut être aussi une démarche au préalable pour ensuite va voir un psychologue. Ça peut être très bien de faire les deux en même temps aussi. C'est-à-dire que, parce que le groupe te donne beaucoup d'outils. Tu sais. En psychothérapie, on va pas forcément te donner, tu sais, du psychoéducatif forcément. Tu sais. Alors que nous, on te donne ça. Donc, ça te donne des outils que tu verrais pas forcément en rencontre de psychothérapie, mais qui vont t'aider puis que tu pourras ensuite travailler avec ton psychologue. Donc, tu sais, pour moi, c'est des démarches tout à fait complémentaires, tu sais, qui peuvent aider, qui peuvent faire en tout cas un bout positif pour la personne. S'il y a besoin de plus, c'est clair qu'elle peut aller voir ailleurs. Si c'était suffisant, ben parfait. Puis, je vais même ajouter, avant peut-être de passer à une autre question, pour une évaluation plus formelle, c'est sûr on l'a pas tant fait, mais s'il y a des chercheurs à l'écoute qui veulent déposer un projet là-dessus dans la Intéressant. prochaine année pour évaluer l'intervention puis le programme, on est ouvert à ça. C'est bon. Il y a Mylène Letourneau qui, dans la zone de clavardage, qui demande s'il y a des effets négatifs ou de la résistance auprès des hommes que vous recevez dans vos groupes de gestion de la colère par rapport à certaines méthodes d'intervention ou à certains outils que vous leur proposez pour mieux gérer leur colère. Ben, en fait, je vais dire spontanément, puis Martin pourra compléter. Étant donné qu'on fait une démarche pré-groupe très précise, c'est sûr que sur le profil, au niveau de la responsabilisation, au niveau de la motivation, on prend comme la crème de la crème. Fait que c'est sûr que on a à date pas rencontré beaucoup de résistance par rapport à ça. Puis je pense que c'est peut-être une clé de succès
de se donner le temps de faire une bonne démarche pré-groupe pour vraiment bien cibler qui va le mieux répondre à ce qu'on va proposer. Puis on n'est pas dans une approche confrontante. À partir du moment où on est en aide mutuelle, oui, en responsabilisation, mais en aide mutuelle, on veut susciter le partage d'expériences. Et ça crée un climat d'intimité où les résistances vont vraiment s'aplanir, là. OK. Il y a Nika à l'écran qui veut poser une question. Oui, Nika? Oui, bonjour. Je viens du centre multi-écoute et j'avais juste une question. Est-ce qu'il y a une attestation à compléter pour... Non. Si vous êtes Non, non. inscrite, si vous participez, on va vous envoyer une attestation de participation, un Mhm, questionnaire, je vais en profiter pour faire mon petit laïus, un mhm, questionnaire sur un sondage d'appréciation de l'activité de ce midi, puis mhm, aussi le document de présentation là, qu'Éric et Martin vous ont présenté tantôt. Puis, mhm. pour finir, mon petit laïus, la prochaine activité, conférence midi en santé bien-être des hommes, est le 28 mars prochain, de midi à 13h. L'activité va porter sur l'intervention auprès des jeunes, donc, puis l'approche orientée vers les solutions. La conférence midi va être donnée par Sharon Cassé. Donc, Parfait, vous allez merci recevoir beaucoup. des informations là, par courriel, c'est certain. S'il n'y a pas d'autres questions à l'écran, j'irai avec, bon, c'est des questions techniques. Est-ce que vous offrez des services dans d'autres langues autres que le français, par exemple en anglais? Ça va être, Malheureusement, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est possible pour nous. OK. C'est pas qu'il n'y a pas un souhait ou que c'est pas pertinent, mais c'est ça. pas possible pour nous. Ça nous prendrait un volume minimum pour être capable de l'offrir qu'on n'a pas en ce moment. Puis on n'est pas une assez grosse équipe pour développer là, un nouveau bassin de clientèle. OK. Stéphane Hernandez qui a posé une question dans la zone de clavardage, mais que je ne comprends pas. Ça fait que. Je peux y aller si tu veux, Pierre. Ouais. D'abord, merci à vous 2. C'était très très éclairant, très intéressant. Merci d'avoir souligné, tu sais, des fois, les enjeux affectifs qui peuvent arriver entre un homme en colère puis un intervenant. Puis ma question, en fait, c'est, peut-être pour prendre ton image, Éric, l'intervenant devant un homme en colère, tu sais, des fois, on peut être un peu pris au dépourvu. Puis, en fait, on souhaite ouvrir une porte pour laisser exprimer la colère, mais on a peur que la porte, elle nous revole d'en face. Fait que, avez-vous des exemples de questions qu'il faut surtout éviter ou puis des questions qui sont vraiment très, très utiles, des questions clés que: «Ah oui, OK, ça, je sais que je peux poser cette question-là sans que ça vienne trop attiser la colère de monsieur alors que je veux juste qu'il se dépose». Auriez-vous des exemples, tu sais, très, très simples de questions là, à poser ou à éviter? Martin, je peux te faire une passe sur la palette? Ben, bonne question, Stéphane. Honnêtement, comme ça, j'ai pas forcément quelque chose à te dire qui me vienne spontanément. Moi, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que il y a des gens que c'est vraiment dur, hein. Première chose, tu sais, t'as des gens, tu arrives à des avancées avec eux, puis des fois, il y en a, c'est des tornades, hein. Donc, cela dit, c'est pas orienté contre moi, tu sais, mais des fois, j'en ai, écoute, ouais, c'est... Donc, je te donne un exemple. J'avais eu un gars en pré-groupe colère. Il a fait le groupe colère. Normalement, un pré-groupe, c'est 1 heure de séance. J'ai fait 2 fois 2 heures avec lui parce que je me prenais toute une colère, tu sais, de 50 ans de vie, là. Tu sais, donc, tu sais, je veux dire, en 1 heure de rencontre, tu sais, des fois aussi, faut évaluer. Moi, j'évalue ça. Tu sais, des fois, quand je vois ça, je me dis, regarde, tu sais, là, est-ce que 1 heure, ça va être suffisant pour lui? Peut-être pas. Tu sais, donc, je vais peut-être lui donner plus. Des interventions de crise, tu sais, je veux dire une intervention de crise, tu sais, écoute, là, je vais juste faire 1 heure pour t'écouter puis désamorcer la crise, puis peut-être, tu sais, sécuriser, tu sais, les choses qu'il faut, tu sais, puis je vais te revoir une semaine après, tu sais, pour voir comment ça évolue. Donc, tu sais, moi, je vais plutôt te dire quelle question, tu sais, parfaite, tu sais, à poser, tu sais, je suis plus d'abord avec qu'est-ce que j'ai, tu sais. Parce que j'en ai eu Ouais. vraiment des situations où j'étais là, pas évidentes, tu sais. Donc, c'est surtout de comprendre d'abord.
Mais je crois que c'est vraiment ça. Donc, beaucoup de reflets, essayer de comprendre, puis mettre le cadre. Tu sais, j'ai 1 heure de séance, puis tu sais, s'il y a besoin de plus, est-ce que j'ai une flexibilité pour te voir? Donc, c'est vrai que moi, j'ai la chance dans l'organisme de l'avoir. Est-ce que dans d'autres organismes, on l'a? Tu sais, ça dépend. Tu sais. Mais, ouais. Eric, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, ben en fait, c'est que tu sais, t'as nommé comme mon mot-clé, c'est-à-dire que c'est l'idée de se placer dans un truc, de comprendre. Joanne écrit dans le clavardage, dites pas calmez-vous. Et effectivement, je pense que c'est un bon exemple. Puis Jean-François, dans le clavardage, disait aussi qu'il y avait des exemples. Fait avant de passer la parole à Jean-François de Homme Québec, ce que je voulais dire, dans le fond, c'est que au-delà d'intervenir, c'est que je pense qu'il ne faut pas intervenir sur le format de la communication. Faut vraiment aller travailler sur le fond, sur qu'est-ce qui se passe pour le gars en disant je veux comprendre. Fait que l'idée, c'est pas calmez-vous, ou à tout le moins, si c'est calmez-vous, il faut qu'on demande au gars de se calmer parce que comme personne intervenante, nous ne sommes plus capables de l'entendre parce qu'il est trop agité, parce qu'il est trop dans une intensité. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le présenter pour pas que la porte nous revienne d'en face. C'est que diriger la conversation, calmer le gars, ça va passer si je lui présente le pourquoi je suis en train de le recadrer. Puis, tu sais, de dire, ah, t'es agité, t'as les baguettes en l'air, écoute, j'essaye de t'entendre, puis là, je te suis plus, je suis étourdi. Peux-tu juste reprendre du début plus lentement ou plus calmement parce que si je veux t'aider, je n'arrive pas à te suivre. Et je pense que c'est ça, c'est que quand on est là, on nourrit, quand on fait ça, en fait, on nourrit d'une part la posture dialogique, puis on se place aussi dans une posture de curiosité puis d'écoute. Voilà. Jean-François? Excuse-moi, Eric, avant de passer la parole à Jean-François, il y a 2 questions qui peuvent être répondues très rapidement, qui ont été posées dans la zone de clavardage. Je vois Fatima qui tape de les mains parce qu'elle a posé la question. Est-ce que vous accueillez des personnes, des adolescents ou l'activité groupe de gestion de la colère s'adresse à une clientèle d'âge particulière? Deuxième Mathieu. question, est-ce que vous prenez des personnes de l'extérieur de la région de Montréal, notamment de Saint-Jean-sur-Richelieu? OK. Bon, ben, en fait, nous, on a comme mandat et comme mission d'intervenir auprès des hommes adultes. Donc, il faut que la personne ait 18 ans ou plus. Pour la question de la diversité sexuelle, on dit tout le temps qu'on travaille avec les personnes s'identifiant comme hommes. C'est qu'un homme trans, une personne qui a une identité de genre masculine, ça va, il n'y a pas de problème, on va l'apprendre. Et au niveau de la sectorisation régionale, je voudrais que c'est sûr qu'on ne refusera pas personne. Par contre, c'est clair qu'on ne va pas faire aucune activité de promotion dans les régions autour de Montréal parce que notre mandat et notre mission, c'est vraiment d'intervenir là, pour la population de Montréal en tant que telle. Ça, je pense que c'est une réalité que beaucoup d'hommes, beaucoup de groupes communautaires comprennent très bien. Fait que, Jean-François? Ouais, ben c'est un peu pour appuyer. Puis moi, ce que je trouve, c'est une partie de votre présentation qui a résonné très fort avec moi. C'est qu'il faut se souvenir que si un gars est agressif, ben s'il serait violent, il serait dans votre face en train de vous montrer des morceaux de votre face. Fait que, rendu là, c'est ce qui est pertinent de souligner, de dire, écoute, c'est ultimement le gars qui est en train de vivre une colère à vif, m- malgré tout, met en place des morceaux pour se contrôler. Tu sais, ultimement, il est pas à l'étape de vous arracher des morceaux de votre corps. Je sais que je suis satirique, là, mais ça se dit. Tu sais, comme moi, j'ai déjà fait une intervention en ce sens-là de dire, écoute, présentement, je comprends que t'es rempli par tes émotions, mais je te remercie. Tu m'as pas manqué de respect une seule fois dans notre échange depuis tantôt. Je le vois que tu as le goût t'as le goût de vouloir arracher le plywood de ces murs. C'est correct, ça t'appartient, mais moi, je te remercie. Tu m'as pas manqué de respect depuis qu'on se parle. Puis des fois, ça prend juste ça, de reconnaître
les mécanismes que l'homme met en place pour se contenir, même s'il ne réussit pas à se contenir à 100%, il y a un effort qui est fait de cet homme-là. Puis de souligner, puis d'encourager, de dire, moi, je le reconnais que tu fais un effort, puis je t'encourage à maintenir cet effort-là, puis on va nourrir cette partie-là de toi-même. Des fois, ça C'est un prend juste ça. c'est un excellent exemple de ce qu'on disait tantôt, de souligner les éléments positifs plutôt que d'émettre des critiques. Effectivement, Ouais. c'est tout à fait raccord avec ce qu'on disait tantôt. Ben, c'est intéressant, puis ça me fait réfléchir d'ailleurs, tu sais, en vous écoutant. Tu sais, je trouve qu'il y a des parallèles avec l'intervention auprès du suicide, puis l'utilisation de l'approche orientée solution. Tu sais, tu travailles un peu l'ambivalence, tu sais, quand tu fais ça, tu sais, en soulignant les bons coups. Donc peut-être Stéphane, tu sais, ça peut être une porte, tu sais, à explorer, tu sais, l'approche orientée solution. Donc tu travailles l'ambivalence, tu sais, avec la personne, parce que si elle est là, c'est quelque part, elle veut de l'aide, elle veut résoudre ses problèmes, bien qu'elle est tout énervée puis qu'elle peut peut-être faire des choses qui vont complètement à son détriment. Alors, il y a peut-être quelque chose à aller voir là-dedans. Euh, Tu veux t'aider, mais tu sais pas comment faire, puis quels sont les meilleurs moyens, tu sais, pour aller vers vraiment ce que tu as besoin. Donc, ouais, si tu cherches des questions, il y a peut-être ça. Il y avait autre chose qui me venait, mais j'ai oublié. Parfait. Ben, écoutez, il est 13h15. Si jamais c'est un thème qui vous anime, qu'il y a encore des questions que vous voulez peut-être, à la limite, je vends ça, recevoir du soutien clinique là, au sein de vos organisations. Au CRHM, on essaie de déployer tout un volet de formation, de supervision clinique pour diversifier nos activités puis nos sources de financement parce que on fait le pari, dans le fond, que notre mission, c'est d'intervenir, d'accompagner les hommes si on aide les intervenants à être plus à l'aise à recevoir les demandes des hommes, à les accompagner puis à les diriger vers les services. Ben, c'est en continuité directe là, avec notre mission. Donc, si vous avez des besoins à ce niveau-là, un intérêt, n'hésitez pas à nous contacter, puis ça nous fera plaisir de voir avec vous qu'est-ce qui est possible. Bon. Ben, merci. C'est le temps c'est le temps qu'on avait pour cette activité-là. Merci Eric et Martin, beaucoup. Merci beaucoup aussi aux personnes qui étaient présentes ce midi. Donc, vous allez recevoir quelques communications au cours des prochains jours. Ne soyez pas surpris. On vous invite à répondre au sondage, notamment d'appréciation. Vous allez recevoir le document de présentation de la conférence midi. Puis, je vous remercie. Puis, je vous souhaite une belle suite de journée. Donc, je vous dis à bientôt. Puis, bonne relâche pour celles et ceux qui en